par contre, je changerais bien le titre pour l'intituler « Les aventures de la réification », comme il y eut autrefois les aventures de la dialectique, puisque la réification arrive en contrepoint de la dialectique. Alors, à l'origine de cette communication, il y a une observation que m'avait envoyée Annie Goldman par courrier électronique. Elle me disait « il manque une communication sur la réification ». Bon, par la suite, une autre communication introduisait le mot réification. Et puis, elle me disait que cette communication se justifie par des enjeux sociaux actuels. Aujourd'hui, on voit en plein le retour de la réification. Alors, je ne sais pas si je dois la remercier de cette suggestion, parce que j'ai dû me mettre au boulot et je trouve ça bougrement compliqué, d'autant plus que je succède à Jacques Lénart, dont j'ai découvert par la suite qu'il était l'auteur de l'article Réification dans l'Encyclopædia Universalis. Donc, je vous demande votre indulgence pour ce qui va suivre, car je suis spécialiste de rien et encore moins de la réification. Alors, oui. Alors, comme je ne suis pas philosophe, je suis même plutôt de tendance positiviste. J'ai cherché la récurrence du terme réification. Et là, j'ai eu quand même des surprises, parce que sur le site de Kern, j'ai eu 722 articles qui mentionnent la réification, 272 pour le verbe réifier. J'ai continué, j'ai vu que Persée annonçait 538 fois le mot réification et 275 fois le mot réifié, et dans revue.org, on ne trouve pas moins de 371 récurrences du mot réification et 175 de réifié. Alors, bien entendu, comme tout le monde, je vais sur Google. Là, j'ai trouvé qu'il y avait 1 150 000 articles sur la réification, mais heureusement, seulement 66 600 sur réifié. J'en déduis donc qu'aujourd'hui, la réification, réifié sont entrés dans le langage courant, et que bientôt on pourra se dire « Bonjour, comment réifies-tu aujourd'hui ?» Très bien, bonne réification. Alors, je me suis demandé, sommes-nous dans la 3e période de la réification selon Axel Honneth, qui a écrit un petit bouquin très bien écrit, très clair, sur la réification en 2005. Sa thèse, c'est que le thème était très fréquent dans la discussion entre intellectuels allemands, je dirais aussi empiro-austro-hongrois, puisqu'il faut introduire Lukács, dans les années 1920-1930, que ce terme a subi une éclipse pendant la guerre et juste après la guerre, qu'il a ressurgi, mais pas tant que ça, dans les années 1960-1970, et que ce terme est promis à une nouvelle fortune dans les années 2000. Alors, j'ai essayé de voir d'où venait ce terme en français et puis quelles avaient été ses aventures en allemand. En français, assez curieusement, il n'apparaît qu'en 1930. C'est un mot construit par Julien Benda pour un article dans la Nouvelle Revue Française, construit à partir du préfixe latin res, comme république, pour dire chose. J'ignore quel usage Julien Benda en avait fait à l'époque, puisque Julien Benda est surtout connu pour son ouvrage sur la trahison des clercs, qui est plus ancien et dans lequel il n'utilisait pas le terme réification. Alors, comment nous est-il arrivé finalement dans la tradition marxiste française? Eh bien, par une note bas de page de Kostas Axelos et de Jacqueline Bois à Histoire et conscience de classe, puisque lorsqu'ils traduisent le chapitre « Le phénomène de la réification », on lit ceci: « Les mots allemands Ding et Sache signifient, mais pas de la même manière tous deux, ce que nous désignons par le mot « chose ». Nous avons traduit le substantif Verdinglichung par réification et l'adjectif verdinglicht par réifié. Le substantif Versachlichung par chosification et l'adjectif Versachlicht par chosifié. Bon, suit ensuite quelque chose sur Ding, Ding-Caractère et Dinghaltigkeit, qui est un peu périphérique. Alors là, ça m'a posé une question, parce que je me suis dit, comment peut-on trouver dans la tradition marxiste, c'est-à-dire chez Marx lui-même, des termes qui finalement n'apparaissent que bien plus tard, qui sont l'objet de discussions entre philosophes allemands 50 ans après la mort de Marx finalement, et comment ça s'est réapproprié dans la tradition marxiste française à travers un mot qui n'existait pas au moment où ces débats ont lieu et au moment où Lukács écrit son article « Le phénomène de la réification ». Alors, autre chose, est-ce que Marx en avait un usage? Et si oui, quel usage en avait-il?
Alors, bon, on a dit que le mot Verdichtung était d'un usage courant dans la philosophie allemande, mais alors, Marx, qu'en fait-il? Alors, j'ai, là encore, de manière très positiviste, j'ai cherché dans 14 livres, de 14 ouvrages fondamentaux de Marx, c'est-à-dire que j'ai exclu la correspondance et les textes comme l'adresse inaugurale aux travailleurs, etc. Donc, sur ces 14 titres, on s'aperçoit que le mot reifier en allemand, donc Verdichtung, apparaît 3 fois. Et en fait, les 3 fois, c'est dans le Capital. Donc en fait, c'est dans l'œuvre tardive. Alors vous savez, généralement, on oppose le jeune Marx au vieux Marx, le Marx un petit peu philosophe abstrait au Marx scientifique dur. En fait, ce mot-là, qui n'existe pas en français, donc qui n'a jamais été traduit comme tel, n'apparaît finalement que tardivement dans le volume 3 en plus, c'est-à-dire dans le volume publié après sa mort par Engels. D'où l'idée, absolument pas vérifiée, par contre, mais Engels a pu aussi réécrire certains passages et peut-être introduire des termes qui n'étaient pas contemporains de Marx, mais qui déjà arrivaient dans la pensée allemande. Alors, on y trouve aussi à 2 reprises le mot Verdingen. Par contre, l'autre mot, Versaillichen, apparaît 7 fois, alors beaucoup plus tôt, cette fois-ci, dans l'introduction à la critique de l'économie politique dès 1857. Mais enfin, bon, si on additionne le mot reifier et le mot chosifier, on obtient dans toute l'œuvre de Marx 12 occurrences seulement. Et encore, pas forcément dans le sens que nous, on le comprend. Alors, j'ai évidemment cherché la traduction française, puisqu'il n'y a jamais chosifié, il n'y a jamais reifié, et on trouve ceci, par exemple. Dans la production, la personne s'objective, et dans la personne se subjective, la chose. Bon, on a quelque chose qui renvoie à ça. Alors, maintenant, c'est pas comme ça que l'utilise la tradition marxiste, qu'elle soit française ou étrangère. Alors, comment s'exprime Lukács? Alors, évidemment, il est traduit en français. La reification, c'est une relation entre personnes qui prend le caractère d'une chose. La reification résulte du caractère fétichiste de la marchandise comme forme d'objectivité. Voilà ce qu'il nous met en introduction de son texte. Alors, finalement, voilà comment nous arrive le concept de reification, dont on peut se demander s'il existe réellement chez Marx lui-même. On a vu qu'il existe d'une certaine manière, mais ce n'est pas de cette manière-là dont elle nous est restituée, mais à travers le fétichisme de la marchandise. Donc Marx n'a jamais utilisé reification, mais bien le mot fétichisme, hein, qui est en fait fétichismus, je crois, donc c'est exactement le même mot, hein, qui est pris dans les 2 cas, utiliser d'autres mots pour dire fétichisme, et que nous disons, bah, voyez bien qu'il y a une théorie de la reification, puisqu'il parle de la fétichisation de la marchandise. Alors, l'usage qui en est fait, c'est de dire, ben, la reification marxiste, c'est la fétichisation ou la marchandisation, comme on dirait aujourd'hui à partir de slogans altermondialistes célèbres. Alors, je vous ai dit, il y a une éclipse, hein, et donc on arrive à la fin des années 50, et Goldman écrit son article Reification dans un ouvrage paru en 1959 qui s'appelle Recherche dialectique. Et on ne s'écarte pas de cette acception de Lukács, hein, qui reprend en fait tel quel Lukács. La reification, c'est le fétichisme de la marchandise. Et bien sûr, il ne s'arrête pas là, puisque donc, dans l'article de Jacques Lénart que je citais, dans l'Encyclopædia Universalis, Jacques nous rappelle qu'il y a eu une application de Goldman de la notion de reification qu'on trouve dans Sociologie du roman. C'est-à-dire qu'en 1962, lorsqu'il commence ses cours à l'Université de Bruxelles, il va commencer à se dire bon, quelle application on peut faire de la reification s'agissant du roman. Et là, je cite Jacques qui nous dit « La structure du roman enregistre et reproduit les transformations engendrées dans la société par le développement de la reification. 4 étapes, alors je résume, la quête dégradée des valeurs authentiques, le remplacement du héros individuel par des réalités collectives, la disparition du sujet et l'inexistence de toute quête, et enfin l'aboutissement de la reification littérature, c'est le nouveau roman, aboutissement des tendances reificationnelles. Alors là, on arrive donc au début des années 60 et Joseph Gabel publie son livre sur la fausse conscience en 1962, enfin c'est sa thèse en 1962 qui va être publiée immédiatement en 1963 et rééditée chez Minuit, hein, c'est l'édition que nous connaissons habituellement, en 1969. Et la reification s'enrichit quand même d'un contenu à moitié nouveau, on va dire, qui complète le précédent. Reification devient synonyme de déshistorisation. Bon, et là, on connaît par exemple l'usage qu'en a fait Henri Lefebvre dans sa polémique avec les structuralistes qui sont accusés d'oublier l'histoire, hein, tout simplement. Et aussi comme synonyme de dédialectisation.
Donc on oublie et l'histoire et la force des contraires comme moteur de cette histoire. Alors, revenons à Joseph Gabel, parce que là, il nous amène quelque chose d'important. Il nous dit pourquoi j'ai écrit ce livre finalement sur la fausse conscience et la réification. Eh bien parce qu'il était stupéfait que le nazisme et le stalinisme aient pu avoir lieu. Parce que qu'y a-t-il de plus réificateur, qu'y a-t-il de plus chaussificateur que les camps de travail ou les camps de la mort? Comment a-t-on pu, nous demande-t-il, à ce point considérer les hommes comme les choses? Donc ce qui est étonnant finalement, c'est ce délai, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas produit grand-chose sur le plan théorique entre 1945 et la fin des années 50. Il y a un silence, alors que c'est justement le moment qu'on aurait pu penser opportun pour penser l'histoire, mais il faut croire que l'histoire ne peut pas être pensée au moment où elle s'accomplit. Et donc, on a ce retour en 69, je vous ai dit, c'est la republication que nous connaissons du livre de Joseph Gabel, et les années 70. Et là, on voit Lucien Goldman, effectivement, qui reprend Lukács, dans ce que je vous ai dit, dans Sociologie du roman, et Gabel, qui traite la réification comme une schizophrénie collective, puisqu'il rapproche finalement, son livre est en deux temps, hein, il y a d'un côté l'aspect sociologique, de l'autre côté l'aspect psychiatrique, hein, et il fait bien le parallèle, hein, c'est une schizophrénie collective. Alors ça, je vais reprendre cette idée-là, puis j'en arrive à la troisième période, la période contemporaine Axel Honneth, qui me semble assez intéressant, puisque lui distingue trois formes de réification. La réification intersubjective, l'objective et la subjective. Alors la réification intersubjective, c'est celle du rapport que nous entretenons les uns avec les autres. Et là, il me semble qu'il pose quelque chose d'important, c'est la question du lien social. Que devient le lien social, le vivre ensemble, dans une période de réification? La réification objective, c'est celle du rapport que nous entretenons au monde. Et là, on en voit toute l'actualité à travers la crise écologique. Qu'allons-nous faire de la planète? Et la réification subjective, c'est-à-dire le rapport que nous entretenons par rapport à soi, par rapport à nous-mêmes, qui reflète les crises psychologiques. Alors, vous voyez, ma communication va être très courte et je vous avais demandé votre indulgence, mais ça me pose quelques questions. Est-ce que finalement, la réification, ce n'est pas un nouveau schtroumpf? Vous savez, ce mot valise qu'on met à tout moment lorsqu'on ne sait pas finalement comment désigner quelque chose. J'entends par exemple les ados qui font tout le temps maintenant et qui disent il me fait, bon, bref. Un mot dans lequel finalement on pourrait mettre tout ce